Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre flash information de ce jeudi 10 septembre en Afrique du Nord. Explosion près de la prison de la capitale libyenne Tripoli, où sont détenus un des fils de Mouammar Kadhafi ainsi que des responsables de l'ancien régime du pays. À l'origine de cette explosion, une voiture piégée, disposée à 150 mètres d'un mur du centre pénitentiaire d'Al-Abda Al-Qadra, ainsi que du QG d'une brigade du ministère de l'Intérieur. Une femme y aurait garé en prétextant une visite à un détenu. Selon les forces de sécurité, l'attentat n'aurait pas fait de victimes. Écoutez ces précisions. Il n'y a pas de gros dégâts ni de victimes. Il n'y a que des dégâts matériels sur quelques voitures. Tout va bien. Il y a des caméras de surveillance et tous les services de sécurité sont arrivés ici. Si Dieu veut, il y aura une enquête qui mènera à la vérité. En Afrique de l'Ouest, la population de la Côte d'Ivoire connaît désormais le nom de tous les candidats à l'élection présidentielle. La liste a été rendue publique hier mercredi par le Conseil constitutionnel. Et sans surprise, le président sortant Alassane Ouattara briguera donc un deuxième mandat face à une opposition morcelée. Sur les 33 postulants, seuls 10 ont été retenus. Rappelons que le scrutin présidentiel aura lieu le 25 octobre prochain et que le début officiel des campagnes se déroulera, lui, le 9 octobre. Grand absent du scrutin, Laurent Gbagbo, qui évidemment attend toujours l'ouverture de son procès le 10 novembre depuis sa cellule de la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas. Écoutez l'énonciation des candidats qui ont été retenus pour la présidentielle d'octobre, ainsi que les raisons qui valident la candidature d'Alassane Ouattara. La liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 25 octobre 2015 par ordre chronologique de dépôt de candidature à la commission électorale indépendante. 1. Monsieur Alassane Ouattara. 2. Monsieur Konan Kwadjo Siméon. 3. Madame Lagbou Adjoa Henriette. 4. Monsieur Afi Nguessam Pascal. 5. Monsieur Amara Essi. 6. Monsieur Bani Konan Charles. 7. Monsieur Mamadou Koulibaly. 8. Monsieur Kwadjo Konan Bertin. 9. Madame Kwangwa Jacqueline Claire. 10. Monsieur Nyambo Kakou. Considérons par ailleurs que l'examen du dossier de candidature de Monsieur Alassane Ouattara révèle qu'il est conforme aux dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur, qu'il échait en conséquence de l'inscrire sur la liste des candidats, sur la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 25 octobre 2015. À l'est du continent, à présent, la capitale éthiopienne Addis Abeba franchit un grand pas dans le domaine de l'innovation. Là-bas, des entrepreneurs spécialisés en nouvelles technologies viennent d'ouvrir un espace dédié. Alors, Addis Abeba, future Silicon Valley africaine, la réponse dans ce reportage. Le soleil se couche sur la capitale éthiopienne Addis Abeba. Ces jeunes entrepreneurs se sont réunis pour le lancement de X-Hub, un espace de travail où des ingénieurs créent les premières applications mobiles du pays et dirigent des sociétés liées aux nouvelles technologies. La capitale compte maintenant 3 incubateurs informatiques. L'idée, offrir une formation aux jeunes qui souhaitent démarrer leur propre entreprise. Dans les universités éthiopiennes, 70% des étudiants s'orientent vers les sciences et les technologies. L'Éthiopie a tout pour voir rapidement décoller ce secteur. Aujourd'hui, tout le monde veut être chef d'entreprise. Tout le monde veut créer quelque chose de nouveau. Ils veulent entreprendre. Et avec le taux de chômage et le nombre de jeunes diplômés, il n'y a pas assez d'emplois. Il y a donc vraiment de la place pour innover et entreprendre. Malgré cet engouement pour l'innovation, créer sa propre entreprise reste difficile en Éthiopie. Florian Manderscheid gère ICE Addis, une autre pépinière dans la capitale. Il a vu plusieurs startups s'écrouler face aux démarches administratives fastidieuses. Enregistrer sa société peut prendre jusqu'à 1 mois. Autre problème, le manque d'argent. Les investisseurs éthiopiens restent timides face à un secteur encore méconnu et le gouvernement impose des restrictions aux investisseurs étrangers. En ce moment, il est toujours difficile de trouver des investisseurs parce qu'il n'y a pas de modèle ou de cadre juridique pour le capital risque. Et je crois qu'une fois que le système bancaire s'ouvrira un peu, on verra un boom dans la création de start-up et dans le développement technologique.
Felix Segei, un entrepreneur américain d'origine éthiopienne, a pu trouver des financements pour lancer le premier service de livraison de repas en ville. Mais pas facile de gérer une entreprise qui s'appuie sur une application mobile dans un pays où Internet et les réseaux téléphoniques sont très instables. Felix est tout de même confiant. Il sait que les nouvelles technologies ne sont qu'à leur balbutiement dans le pays. Habituellement, dans ces marchés, il y a un moyen de transférer de l'argent très rapidement et très facilement. Et ici, cela n'existe pas encore tout à fait. Je pense qu'une fois qu'il y aura un moyen pour les entrepreneurs de faire de l'argent grâce aux technologies, vous allez voir un changement très très vite. Aujourd'hui, plus de la moitié des pays africains ont au moins un incubateur de technologie. Sur le continent, les investissements dans ce secteur ont plus que doublé l'an dernier. Et si la scène technologique en Éthiopie est encore derrière celle de ses voisins, ces jeunes entrepreneurs espèrent être les pionniers d'une nouvelle ère pour le pays. Un mot de sport avec notre point quotidien sur les Jeux africains, dont vous le savez, notre chaîne Vox Africa est partenaire. À Brazzaville, les Jeux africains continuent de battre leur plein, même si certaines disciplines étaient déjà achevées à ce 8e jour de grande compétition africaine hier. Après 3 jours d'épreuves, le karaté a tiré rideau hier mercredi. C'était au Palais des Sports de Kintélé. Retour sur les performances des athlètes avec nos reporters sur place, Philippe Bonny et Charles Talom. La fin en apothéose du tournoi de karaté des 11e Jeux africains. Le somptueux gymnase ayant abrité cette compétition a vibré pendant une semaine au rythme des combats parfois violents, mais à l'arrivée, la satisfaction d'avoir tenu le pari de l'organisation. C'est un bilan largement positif parce que nous avons battu le record. Vous savez, lors des derniers Jeux à Maputo, nous n'avions que 17 pays. Aujourd'hui, nous avons enregistré 28. Et dans les 28, il y a 11 pays qui montent sur la plus haute marche du podium. Et les 5 meilleures nations de karaté, à savoir l'Égypte, le Sénégal, le Cameroun, remportent au moins une médaille d'or, ainsi que le Congo. Ça démontre tout simplement que l'ambiance était bonne. Il n'y a pas d'incident, on n'a pas eu de cas de maladie. Tous ceux qu'on a invités sont arrivés. Les athlètes ont répondu présents. Les communautés afférentes étaient là. Donc nous sommes très heureux au niveau de cette organisation. Les karatékas nord-africains, par leur domination, n'ont laissé que des mégots adversaires. Le combat vedette de la compétition et l'Égypte qui en a saisi l'occasion pour revenir à hauteur de l'Algérie au nombre de médailles en or, 6 métaux dorés, le dernier remporté par Oussama Abdelaziz. Je suis si heureux pour ça. Ce cadeau d'Allah, c'est bon pour moi. Je suis vraiment heureux. Une victoire égyptienne contestée par l'adversaire. L'équipe technique de la sélection algérienne de karaté dit ne pas comprendre la décision des juges de donner vainqueur le pharaon. Réglementairement, c'est l'équipe algérienne qui porte. On a décidé des anomalies concernant l'arbitrage et on a fait 2 protestations, deux contestations. Ils ne nous ont pas répondu jusqu'à maintenant. Donc nous trouvons que cette victoire, elle n'est pas réglementaire. Le règlement, il stipule qu'il y a, après contestation, si la contestation elle est fiable et justifiable et juste, donc ils doivent réviser leur décision. L'Algérie visait une 7e médaille en or. Elle ne va se contenter que de 6, à égalité avec l'Égypte qu'elle devance néanmoins son nombre de médailles en argent, 7 contre 3. Le Congo, pays organisateur, complète le podium avec 2 métaux en or, une médaille en or pour le Sénégal, 4e, et une pour le Cameroun, classé 5e. Bien sûr, on espère toujours avoir la médaille d'or, surtout à domicile, mais une médaille de bronze, c'est quand même pas mal. Je suis très content du travail que les jeunes ont fourni durant toute la compétition, pas seulement qu'aujourd'hui, et c'est de bon augure pour l'avenir. Les athlètes congolais n'ont pas démérité. La satisfaction de leur 3e place est d'ailleurs partagée par le ministre congolais des Sports. Léon Alfred Opimbat était venu voir la fin des compétitions. Nous avons quand même été 3e pays compétiteur puisque nous avons pu avoir 7 médailles, 2 en or et 5 en bronze. Nous sommes 3e sur l'échiquier des compétiteurs, donc c'est un signe de satisfaction. Le tournoi de karaté se termine sans incident. Une autre victoire pour le pays organisateur. Le Congo a sorti de terre des complexes et gymnases qui forcent l'admiration de tous. Le ministre des Sports a dressé pour Vox Africa un bilan à mi-parcours des 11e Jeux de Brazzaville. L'Afrique a fait confiance au président de la République, Denis Sassou Nguesso, à son gouvernement, à son peuple, en lui demandant en effet d'organiser cette fête de la jeunesse sportive africaine. Et je crois que nous y sommes. Nous sommes aujourd'hui au 6e jour et nous pensons que dans l'ensemble, les choses se déroulent telles que les confédérations sportives elles-mêmes l'ont souhaité.
Et il n'y a qu'à interroger tous ceux qui sont arrivés. Je crois que nous avons répondu aux attentes et nous pouvons que nous en féliciter. Les compétitions terminées, certains athlètes et officiels de karaté vont bientôt quitter le Congo, fiers d'avoir eu droit à une édition des Jeux africains largement au-dessus de la moyenne. Au chapitre de la santé, la mortalité infantile dans le monde a été divisée par 2 en 25 ans. La bonne nouvelle a été dévoilée hier, mercredi, par les Nations Unies et par l'Organisation mondiale de la santé, après une étude statistique réalisée par ces institutions, accompagnées de leurs agences et de l'UNICEF, le Fonds pour l'enfance. Malgré ces progrès remarquables, ces organismes mettent en garde. Seuls 62 pays sur 195 au total ont atteint les objectifs dits du millénaire pour le développement dans ce domaine. Environ 16 000 enfants de moins de 5 ans meurent en effet encore chaque jour. Et en Afrique subsaharienne, les taux de mortalité infantile restent les plus élevés au monde, avec un enfant sur 12 qui meurt avant ses 5 ans. Les images que vous allez voir ont choqué l'opinion publique mondiale hier. Alors que l'accueil des migrants du Moyen-Orient essentiellement pose question au gouvernement du monde entier, une employée de télévision hongroise a été filmée en train de donner des coups de pied à des migrants, dont des enfants. La scène s'est produite alors qu'elle filmait ces personnes qui fuyaient un cordon policier dans la ville de Roske, dans le sud du pays, après avoir fui une zone de rassemblement depuis laquelle ils devaient être emmenés vers un camp de réfugiés. Afin d'être enregistrée, la jeune femme, Petra Laszlo, a été depuis renvoyée un mardi par la chaîne qui l'employait. En Asie, Singapour se prépare aux élections, les premières depuis la mort du fondateur de la ville-État. Dans ce scrutin, l'opposition a l'espoir de pouvoir profiter, de renforcer son influence encore très faible et pourquoi pas de poser les bases d'un système bipartite. Voyez ce reportage. C'est une occasion sans précédent pour le principal parti d'opposition de Singapour. Lors des élections de vendredi, il espère doubler le nombre de sièges qu'il occupe au Parlement. Alors en meeting ou dans les rues, le message est martelé. La cité-État a besoin d'une opposition forte face au PAP, le parti qui dirige le pays depuis sa création, il y a 50 ans. Depuis longtemps, le PAP a une majorité écrasante à Singapour qui lui permet de faire les changements qu'il veut et de voter les lois qu'il veut. Il n'a pas à se soucier de l'avis des électeurs parce qu'il a toujours eu la majorité. Pour le parti au pouvoir, le calcul est simple. Voter pour lui, c'est voter pour la stabilité. Le Premier ministre actuel est d'ailleurs le fils du fondateur de la République, Lee Kuan Yew, à qui le pays doit sa réussite économique. Si on vous demande de voter pour le PAP, croyez-moi, ce n'est pas juste parce que nous nous occuperons bien de vos conseils municipaux, mais c'est aussi parce que nous gérerons le pays comme il faut. Nous avons l'intention de former le prochain gouvernement pour faire avancer Singapour. Pourtant, tout ne va pas si bien. Les prix de l'immobilier augmentent et les transports urbains sont saturés. Des critiques largement relayées sur les réseaux sociaux, peut-être le signe d'une prise de conscience politique de l'électorat. Je vois un réveil politique des Singapouriens. Les rassemblements sont extrêmement suivis. Les gens discutent des problèmes, les réseaux sociaux en parlent beaucoup également, et même les médias traditionnels en parlent, ce qu'ils n'auraient jamais fait il y a quelques années. Si l'élection semble jouer d'avance avec une victoire annoncée du Premier ministre, c'est son ampleur qui comptera. Chaque siège perdu au profit de l'opposition sera interprété comme un affaiblissement significatif du seul parti à avoir jamais dirigé Singapour. Retour en Afrique à présent pour terminer ce flash information. Vous connaissez probablement le festival de musique francophone des Francopholies. Pour la première fois, cette institution se déplace sur le sol africain, plus particulièrement à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Toute cette semaine, une centaine de musiciens du monde entier participent donc à ce festival. Et pour cette première édition africaine des Franco, l'objectif affiché par son directeur Jean Stephens, c'est de faire la promotion des musiciens de la République démocratique du Congo. Le festival s'est ouvert lundi soir avec plusieurs concerts dans l'espace confiné du centre Wallonie-Bruxelles ou centre culturel belge. Et la clôture, ce sera dimanche. Nous vous invitons à y aller. Et écoutez ces commentaires. Les Francopholies, comme vous le savez, c'est un festival de musique. Donc ici, les Francopholies, déjà, il faut savoir que c'est un label international. Donc le but ici, c'était de faire une première en Afrique. Et comme Kinshasa est la capitale de la musique,
on a décidé de le faire premièrement à Kinshasa. Donc les Francopholies, faites tout simplement la musique. C'est ça qui est important ici dans ces Franco, pour moi, c'est l'échange. Voilà, c'est quelque chose d'hyper important, on est dans leur culture. Donc voilà, moi j'essaye d'apporter un petit bout de la mienne, mais c'est important de respecter la leur aussi et d'arriver à ce que ce soit équilibré, je ne sais pas comment le dire. Parce que le groupe est plus connu dans le pays, mais pas partout dans le monde. Alors des occasions pareilles nous saisissons pour qu'il y ait, parce qu'il y a Monovision et nous voulons être connus même ailleurs qu'il existe un groupe de femmes en RDC. Et c'est sur ces images de musique que nous mettons fin à ce Vox Flash du jeudi 10 septembre. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain vendredi pour votre prochain point quotidien sur l'actualité. D'ici là, passez une très bonne journée. À demain.